Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE un axe fort de la stratégie. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Guillaume Legrand, qui est cofondateur et président de Tote, devenue entreprise à mission avec l'ambition, vous allez voir, de décarboner le fret maritime. Notre débat, il porte sur l'innovation responsable quand les entreprises font appel aux associations, cas d'école avec les friperies Emmaüs dans les centres commerciaux Cora. Et puis dans Smart Ideas, vous allez découvrir le Vinted du mariage avec la cofondatrice du site Mariez-vous. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, un tout petit peu moins, 28 pour les développer. C'est parti. Bonjour Guillaume Legrand, bienvenue. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Avec plaisir, vous êtes donc le cofondateur de Tote. Si on redémarre, si on va à l'origine de l'entreprise, c'était quoi votre idée, votre ambition ? Fondamentalement, il y a un constat et une intuition. Le constat est qu'il est très difficile pour le shipping, le transport maritime, de se décarboner. Il est très difficile d'apporter dans les soutes d'un navire des carburants véritablement décarbonés. Et au large, on le sait, il y a des vents qui sont fiables et qui sont très abondants et que la voile fournit le meilleur rendement pour transformer cette énergie de ces vents en vitesse, y compris avec un fort déplacement sur de très longues distances. L'intuition était qu'il existe fondamentalement des marchés, un nouveau segment de marché de chargeurs, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont vouloir, on était en 2011, donc qui allaient vouloir différencier leurs produits, valoriser leurs produits de par leur origine, leur terroir, par ce transport décarboné. On ne peut pas apporter un transport décarboné qui soit plus cher mais qui reste invisible. À partir du moment où on lui donne un sens, à partir du moment où l'identité du produit s'y attache, on peut envisager quelque chose d'un peu premiumisé, comme on dit, et c'est ce qu'on est en train de faire. On l'a fait depuis 10 ans sur des voiliers existants et on s'apprête à lancer un navire moderne. Oui, à monter, on va dire, en puissance. Mais si on suit un peu les étapes, ça passait aussi par la création d'un label, c'est-à-dire que les entreprises qui décident de vous confier leurs produits sur des voiliers, tout simplement. C'est le retour au transport maritime à la voile, des voiliers de travail. Et ben, ils ont un label. C'est quoi ce label ? Alors, on l'a appris au fil du temps. Dès 2012-2013, donc nous, on est des affréteurs de voiliers existants, de voiliers de travail, ce qu'on appelle communément des vieux gréements, ce qu'on appelle tout simplement des voiliers de transport. On a transporté de l'ordre de 1500 tonnes de marchandises sur des routes en cabotage entre le golfe de Gascogne, l'Europe du Nord, en transatlantique. Le transport est finalement invisible. Il est dans 90% de ce que nous consommons et il n'y a pas de visibilisation possible. Le stylo que vous tenez en main, Thomas, il est peut-être venu de très loin. Si vous vouliez, en bon journaliste d'investigation que vous êtes, trouver le navire qui l'a ramené... Bon courage. En fait, ou Élise Lucet, si elle nous entend, pourrait y passer peut-être une année entière. On trouverait certainement l'usine, on ne trouverait pas le port, le conteneur, le navire, et a fortiori par où c'est venu. Donc tout ce qui va déplacer votre produit est invisible comme opaque. Et pourtant, vous êtes un payeur final, le transport maritime carboné. C'est comme si on vous confisquait cette information. Vous n'avez pas le choix de choisir un stylo qui serait transporté, par exemple, de façon plus sobre, admettons, quel qu'en soit le critère. On propose, nous, de rendre visible un transport parce qu'il est mieux disant. Nos voiliers ont le moteur éteint plus de 95% du temps. On va respecter un rythme de la nature qui est celui des vents, une vitesse qui est de l'ordre de 10 nœuds, parlant nœuds. C'est de l'ordre de 15 jours pour traverser l'Atlantique, c'est 20 km/h environ. Et on pense que derrière ça, on doit pouvoir différencier, rendre visible. Donc Anemos, ça vient... C'est le nom du label ? C'est le nom du label, tout à fait. Donc qui n'est pas une marque de vin spiritueux ou de café, de chocolat, mais vraiment une marque de transport qui est collective, qui a vocation à être appropriée par l'ensemble des acteurs du transport maritime décarboné à propulsion principale vélique. Et au lieu de dire simplement transporté à la voile, alors là on a une image générique, on donne un numéro de voyage qui est unique et qui va vous fournir une expérience immersive à bord. Vous embarquez sur le quai, vous êtes en Colombie, à Santa Marta, la montagne d'où vient le café est juste là. Les dockers sont en train de charger le café, puis vous allez tirer des bords pour sortir de la mer des Caraïbes, repasser au-dessus des Bermudes pour arriver ici. Vous allez avoir un bilan carbone global et par paquet de café, de l'ordre de 100 grammes de CO2 par 250 grammes de café. Quand on est à la voile, par rapport
alors à nous-mêmes, par rapport aux porte-conteneurs qui parcourent ces routes-là, par exemple. Et donc, c'est des données très techniques, des options nautiques. Vous allez également avoir une présentation de l'équipage. Qui sait, si vous cherchez bien, les dauphins ou les couchers de soleil, parce que ça fait partie, finalement, de la façon dont Vous racontez une histoire et c'est une aventure. Vous venez de devenir une société à mission. La mission de Todt, c'est d'agir pour décarboner le transport maritime en utilisant la force du vent pour un mode de transport plus sobre, moins dépendant des hydrocarbures et plus transparent. Pourquoi cette étape pourquoi c'était important pour vous? En fait, ça allait de soi. On faisait de la prose où il était important qu'on le dise. Donc finalement, ça nous permet, dans la phase actuelle d'accélération, de croissance, de changement d'échelle de l'entreprise, on y viendra peut-être, de reposer les fondamentaux. Il faut qu'on soit économique, qu'on soit en ligne avec les attentes des chargeurs, donc en B2B, des clients finaux en B2C, mais qu'on sache ne pas oublier ces valeurs fondamentales qui sont celles d'une propulsion principale à la voile et dont le but est de se décorréler, de s'émanciper des hydrocarbures. Une fois qu'on a dit ça, statutairement dans l'entreprise, il y a un comité de mission qui existe, dont statutairement je ne peux pas faire partie, donc il existe lui-même de façon indépendante, donc c'est une façon d'envisager une gouvernance de façon un peu plus équilibrée, d'avoir des garde-fous, des gardiens du temple, qui nous permettent donc, avec cette mission, de poser les choses tout simplement. Mais on allait rester dans cette mission. Oui, de toute façon. Quelques données générales. Le transport maritime représente à lui seul 7% de la consommation mondiale de pétrole et on estime qu'il émet environ 940 millions de tonnes de CO2 par an. Donc on voit bien ce qu'une entreprise comme Todt peut tenter de faire, parce que c'est une petite partie de la décarbonation. Mais quand même, vous l'avez dit, vous changez d'échelle. Vous changez d'échelle en levant des fonds, en signant un partenariat avec un chantier naval français qui s'appelle Piriou. Alors pour créer quoi? Un nouveau bateau, c'est ça? Tout à fait. Nous avons une première phase de développement, un premier étage de fusée. On a une preuve de concept. On a montré que sur des navires qui transportent 100 à 150 tonnes, on arrivait à trouver des clients, à créer des taux de fret, ce nouveau segment de marché, cette visibilisation du transport dont on vient de parler. Évidemment, quand je vous dis qu'on a transporté de l'ordre de 1500 tonnes, c'est peut-être ce qui se décharge en 1 minute au port du Havre actuellement. On est parfaitement conscient de l'humilité, finalement de l'échelle assez infinitésimale qu'on a par rapport aux flux mondiaux. Il est fondamental pour nous de multiplier à la fois le nombre de navires et les tailles et les volumes qu'on pourra transporter. On parle d'un navire de 80 mètres hors tout, sur les points les plus éloignés, de l'ordre de 70 mètres de coque, qui transportera plus de 1000 tonnes de capacité, à plus de 10 nœuds également. Et c'est un partenariat avec, je pense, une des plus belles aventures industrielles des côtes de Bretagne depuis 1965. On est très fiers d'avoir choisi Piriou, non pour les beaux yeux de Piriou, mais parce que Piriou était le meilleur, techniquement, financièrement, dans l'approche intelligente de la boucle navire, telle qu'elle nous l'a permis dans la co-conception qu'on mène ensemble. 30 fois plus de volume, donc 2 à 3 fois plus vite. Ça nous permet, au-delà de ce qu'on a pu de transporter aujourd'hui, d'avoir des chargeurs à bord tels que les marques Martel, Moom, Perrier-Jouët, tels que C'est Moi, tels que Belco, avec lequel on travaille aujourd'hui, mais on travaillera demain, mais par contre sur des milliers de tonnes. Et donc on voit qu'on passe à une phase à notre échelle industrielle. Ça restera un petit cargo, mais on est en train de penser en flotte, c'est-à-dire à plusieurs navires, 4, 5, 6 navires, et c'est une fréquence et c'est un mode de transport en vrac-palette qui plaît à des chargeurs beaucoup plus importants. Le colibri, au moins on fait notre part, au moins on crée quelque chose. C'est une dynamique. La décarbonation du maritime, on le pense, se fera probablement plus pour des raisons marchandes. La marine marchande évolue pour des raisons marchandes que des raisons purement technologiques. Vous pouvez penser biocarburant, tout type de nouvelles panacées qu'on a pu avoir. Il y a 5 ou 6 ans, vous parlez des scrubbers qui filtraient les fumées, qui étaient une des panacées de l'époque. Aujourd'hui, ils sont interdits. Tout simplement. Donc, il faut toujours se méfier des solutions qui techniquement semblent miraculeuses, qui pendant 2-3 ans vont nous faire courir dans une direction et dont on se rendra compte qu'en fait les externalités sont parfois pires que le mal. La voile permet de se décorréler de la propulsion principale thermique, avec un moteur. On n'embarque pas avec nous des centaines de tonnes de carburant et c'est véritablement utiliser l'alizé, utiliser les systèmes dépressionnaires du Nord qui nous permet d'avancer à une vitesse qui convient aux clients et à un taux de fret, c'est comme ça que ça s'appelle, de l'ordre de quelques dizaines de centimes, de l'ordre de
2 centimes par stylo, peut-être, qui permet d'être... vous êtes prêt à payer 2 centimes par stylo? Oui, oui, évidemment. Et s'il vient de façon décarbonée. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on revient au label Anemos qui permet aux clients, aux consommateurs de savoir d'où vient et comment son produit s'est baladé. 4 navires en 2026, c'est l'ambition de Todt. Merci beaucoup Guillaume Legrand d'être venu nous présenter. À Smart et à ses téléspectateurs pour leur fidélité. C'est sympa, merci. Bon vent au voilier cargo de Todt. On passe à notre débat sur l'innovation responsable tout de suite. Et pour notre débat RSE, je vous présente tout de suite mes invités. Alizé Lozakmer, bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice, la directrice des partenariats chez Make Sense. À vos côtés, Marine Ricard, bonjour, la directrice RSE de Galimo. C'est quoi Galimo en quelques mots ? Galimo, en fait, c'est une foncière qui a été créée en 2016 pour gérer les centres commerciaux attenant aux hypermarchés Cora. D'accord. Voilà, donc on a quelques particularités qui sont héritées de notre partenaire Cora, que sont l'ancrage local de nos centres, qui se trouvent à proximité de villes moyennes. Le rôle économique aussi et social structurant qui joue dans ces villes moyennes parce qu'on est souvent le premier employeur local. Et la co-conception, qui est notre méthode, qui nous permet de co-construire en fait nos centres avec les partenaires des centres et leurs utilisateurs, donc les clients, les commerçants, les employés des hypermarchés, mais aussi les associations locales et les élus locaux. Et donc ça donne un maillage de combien de centres commerciaux ? C'est 60 centres qui se trouvent en France, donc dans la grande partie nord-est de la France et en Belgique. D'accord, et on va voir effectivement qu'il y a pas mal d'actions menées en commun avec Make Sense. Vous êtes déjà venu dans cette émission, mais je vais vous demander de nous représenter Make Sense. Avec plaisir. Make Sense, c'est une association qui a 10 ans maintenant. Notre mission depuis le départ, c'est d'inspirer, de former, d'accompagner toutes les personnes qui ont envie d'agir pour construire une société qui soit plus juste et plus durable. Notre spécificité, c'est de travailler tout autant avec des étudiants, des jeunes, des citoyens, qu'avec des entrepreneurs et des porteurs de projets et avec des collaborateurs en entreprise, voire même dans les collectivités. Donc on forme des gens un petit peu partout à ce qu'ils puissent agir véritablement pour le bien commun. Oui, vous accompagnez notamment des entreprises, 200 000 personnes engagées, 8 000 entrepreneurs soutenus, plus de 400 partenaires institutionnels, une équipe de 120 personnes pour rajouter quelques éléments chiffrés à votre présentation. Depuis 2019, vous travaillez ensemble avec quel objectif? C'était quoi la feuille de mission en quelque sorte? Quand on s'est rencontrés en 2019, l'objectif c'était de voir comment les centres commerciaux de Galimo pouvaient encore plus s'intégrer sur les territoires et renforcer leur ancrage local en partenariat avec des acteurs locaux, que ce soit des associations ou des entrepreneurs. Et donc on s'est retrouvés un peu sur cette volonté-là de créer un pont entre ces deux mondes pour créer de la valeur économique, sociale, environnementale sur les territoires d'implantation. Ouais. Et on parle d'innovation responsable et solidaire. Vous, votre envie, votre feuille de mission, en quelque sorte, c'était quoi quand vous avez démarré cette aventure? C'était intégrer à vos centres commerciaux une offre différente, un service différent? C'était quoi l'idée? Alors nous, en fait, nos centres commerciaux, pour les rendre les plus attractifs possibles, il faut qu'on réponde en fait aux attentes de nos clients. Et nos attentes de nos clients, c'est rien d'autre que les attentes en fait qui sont à l'œuvre, les changements qui sont à l'œuvre dans la société tout entière. Et donc pour répondre à ces nouvelles attentes, on s'est dit que en fait, c'était les associations qui étaient aux premières loges de ces évolutions sociétales, de ces nouvelles aspirations en fait pour nos clients. Et donc, on s'est tourné vers Make Sense, de la même manière que quand on rénove un centre, on se tourne vers ce qu'on pense être le meilleur architecte. Oui. Eh bien, on s'est tourné vers Make Sense qui, pour nous, avait la meilleure connaissance en fait, de ces associations et ces entreprises sociales et engagées. Et donc, ça a donné une première boutique solidaire Emmaüs, c'est ça, dans un centre commercial à Saint-Avold. Ça, c'est le premier, la première concrétisation de ce travail commun, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi Emmaüs? Alors en fait, on a identifié avec Make Sense et avec nos collaborateurs 2 enjeux prioritaires qui étaient l'économie circulaire et le lien intergénérationnel.
Suite à ça, on a rencontré, Make Sense a sourcé 12 associations et entrepreneurs. On a rencontré ces 12 entrepreneurs et associations avec les collaborateurs de Galimo. Et de cette rencontre est né un projet avec Emmaüs, parce qu'avec Emmaüs, en fait, on se retrouvait sur des points communs qui étaient cette volonté d'ancrage local, le fait de regarder en fait les possibilités territoire par territoire pour le bénéfice à la fois du centre, mais aussi des communautés locales, de nos clients. Et donc, c'est avec Emmaüs qu'on a choisi et qu'on s'est choisi en fait pour avancer sur un premier projet pilote, qui est une boutique qui a ouvert en octobre 2020. Octobre 2020, quand vous démarrez, quand vous ouvrez cette boutique solidaire Emmaüs dans le centre commercial Cora de Saint-Avold, vous dites quoi? On est parti pour en créer un peu partout. On évoquait votre maillage local tout à l'heure. Il y a déjà cette idée en tête, on s'observe, on voit ce qui se passe. Comment ça a fonctionné? Vous avez raison, il y a un sujet qui est celui, il faut que ça marche sur le terrain. Oui. Nous, on n'a pas volonté à déployer sur les 60 centres une boutique Emmaüs. On a envie de répondre aux besoins locaux de nos clients. Ça veut dire que ce ne sera peut-être pas forcément la même association dans chaque centre commercial, c'est ça? Tout à fait, ouais. Tout à fait. On regarde vraiment les besoins en locaux. Il y a aussi les communautés Emmaüs qui sont très concernées et il faut que ça réponde à leurs besoins. Toutes les communautés d'Emmaüs n'ont pas besoin d'une boutique dans un centre commercial parce qu'elles ont des activités qui sont différentes ou des objectifs différents. Donc il faut que ça matche en fait. Donc on a ouvert cette première boutique, une seconde boutique en décembre dernier dans notre centre de Moulins-les-Messes avec la communauté, une autre communauté locale d'Emmaüs. Et aujourd'hui, on regarde vraiment les possibilités avec Emmaüs sur chacun des territoires. Si on est très concret, Alizée Lozachmer, c'est quoi le rôle de Make Sense dans ce cas particulier? Vous faites l'interface ou alors il y a d'abord une définition, enfin une sorte, alors j'allais employer un horrible mot du monde de l'entreprise, un audit. Vous vous dites qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je pense que l'apport de Make Sense, il est sur 2 ou 3 points, sur la méthode, sur 3 points. La méthode, l'accompagnement des collaborateurs et puis le matching entre les deux mondes. Oui. Donc sur la méthode, en effet, on a commencé par regarder l'activité ensemble de Galimo et se demander quels sont les sujets sur lesquels Galimo est pertinent et crédible pour se déployer. Donc la seconde main, l'intergénérationnel notamment et l'économie circulaire. Et puis ensuite, nous, on est allé regarder dans notre réseau d'entrepreneurs et d'associations qui pourraient être des partenaires crédibles pour Galimo, à la fois parce qu'ils ont une activité qui fonctionne, à la fois parce qu'ils sont implantés sur ces territoires, et puis aussi parce qu'ils ont une certaine assise déjà et qu'ils ne se sont pas créés hier, parce qu'il y a besoin pour pouvoir collaborer avec une entreprise d'avoir déjà des bases assez solides. Et puis ensuite, on organise les rencontres, on forme les collaborateurs, à la fois pour sélectionner le projet, pour bien concevoir un projet qui puisse fonctionner, et puis ensuite dans la mise en place, comme toute collaboration, comme tout mariage, il y a des moments où il y a des petits accros qui peuvent arriver. Et nous, on est là pour accompagner ce mariage et puis identifier les sujets sur lesquels il est nécessaire de travailler. La formation des collaborateurs, je veux bien faire un focus là-dessus. Pourquoi il y en a besoin ? Alors, il y a d'abord l'implication des collaborateurs pour choisir les projets. Encore plus sur un métier qui est très local, il faut que les responsables de centre, les personnes sur le terrain, soient les premiers embarqués. Et puis ensuite, une association travaille de façon assez différente qu'une entreprise. D'autant plus quand c'est une grande entreprise avec une plus petite association. Et donc, apprendre à comprendre l'autre, quels vont être les réflexes, les enjeux. C'est une formation, on va dire, sur le terrain, mais c'est pour apprendre à se connaître quand on ne fonctionne pas exactement de la même façon. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la recherche de sens des collaborateurs, des futurs salariés des entreprises. Qu'est-ce que ça représente un projet comme celui-là, justement, dans la cohésion interne en matière de RH pour une entreprise comme la vôtre ? Vous avez raison, c'est très important, ces aspirations sociétales, cette recherche de sens, elle touche nos clients, mais elle touche aussi également, bien sûr, nos collaborateurs. Ça a été des bénéfices pour nos collaborateurs qui ont découvert une autre facette de leur job, un autre niveau d'implication, qui ont découvert aussi cette collaboration avec le monde associatif. Et ça a été... on a créé du coup un programme aussi d'ambassadeurs autour de ces sujets RSE, et c'est très important pour nous en termes RH. C'est vraiment on sent des vrais bénéfices. Est-ce que c'est aussi une façon de se démarquer de la concurrence ? On peut dire les choses clairement, parce que
moi, je vois ici sur ce plateau énormément d'entreprises dans tous les secteurs qui prennent un virage RSE, qui s'engagent, qui mènent des actions. C'est devenu un argument pour les collaborateurs, pour les clients, pour les partenaires, pour le financement. Bref, l'économie est en train de muter. Est-ce que c'est un argument marketing aussi ? C'est certainement un argument marketing, mais en fait, nous, on a toute notre légitimité à aller sur ce terrain en fait, du social et du sociétal. Parce que c'est notre ADN, parce que c'est l'héritage de Cora, qui est très impliqué en local, qui travaillait déjà avec ce monde associatif. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est la suite de l'histoire. Oui, c'est la suite de l'histoire. Est-ce que vous, au contraire, ça vous arrive, alors là je sors de l'histoire commune avec Gallimot et Cora, de sentir ça, vous voyez, dans les entreprises qui viennent vous contacter, disant « il faut vraiment qu'on ait un truc RSE, là, aidez-nous ». On le sent directement. Oui. C'est marrant parce que ça a assez évolué. Ces dernières années, ça pouvait être un argument de marketing, de communication, et de plus en plus, depuis 3-4 ans, c'est avant tout aussi sur l'argument RH dont on a parlé, et ce sujet de dire les collaborateurs poussent, les jeunes qui arrivent dans l'entreprise nous demandent ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce que d'un argument externe qui a ses limites, on passe à un argument interne et donc c'est l'intérieur de l'entreprise qui veut pousser. Et je crois que c'est très prometteur pour aller au bout des transformations. Quand c'est purement un argument marketing, on peut vraiment s'arrêter au milieu, alors que quand c'est un argument interne, on ne peut pas au bout d'un moment se voiler la face. Donc ça pousse vraiment les entreprises à aller de plus en plus loin. On parle d'innovation responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et à quel point ce que vous mettez en place est spécifique pour une entreprise ou finalement peut bénéficier à d'autres et un peu à tous ? Alors, c'est intéressant de parler d'innovation responsable parce que parfois, quand on veut être plus ancré localement, plus respectueux des hommes, des femmes, de la planète, en fait, on revient à des modèles parfois un petit peu plus du passé. C'est vrai. Donc moi, on réinvente, oui. On réinvente des façons, on réinvente le troc, on réinvente la seconde main, etc. Donc voilà, c'est de l'innovation où je trouve intéressant aussi les concepts de low-tech, donc de basse technologie, pour se dire l'innovation n'est pas forcément la technologie. Et l'innovation responsable, c'est comment on développe l'entreprise en respectant les limites des hommes et des femmes et de la planète. Et du coup, outre les produits, les services que ça permet de développer, je trouve que c'est toute l'approche, et c'est ce qu'on illustre vraiment avec Gallimot, l'approche de la collaboration et du territoire contre une approche plus compétitive et de concurrence qu'on sent beaucoup dans le secteur économique. Marine Ricard, il y a d'autres projets en commun avec d'autres associations éventuellement ? Oui, alors il y a d'autres projets. On a formé nos collaborateurs donc du coup à l'ouverture de boutiques sociales et solidaires. Et du coup, la collaboration, en tout cas la collaboration, elle ne s'arrête pas avec Emmaüs. Il y a d'autres projets de boutiques qui sont en train d'ouvrir avec d'autres associations comme la ressourcerie, comme la recyclade sur d'autres territoires parce que du coup, ça matche plus avec les besoins du territoire. Et on a aussi d'autres projets de continuer cette collaboration sociale et responsable sur d'autres sujets et sur d'autres enjeux qu'on a identifiés, que sont la réparabilité, par exemple, que sont la revalorisation des déchets alimentaires de nos restaurants. Et pour vous répondre et pour rajouter juste un petit point en fait sur l'argument marketing, nous c'est une nécessité en fait de rester attractif et d'offrir autre chose dans nos centres commerciaux que des services marchands. On a besoin en fait de mixer les usages et les raisons de venue. Donc en fait, on répond à un vrai enjeu cœur business quand on fait ça et quand on ouvre des boutiques de seconde main parce que c'est des bénéfices pour nos clients et pour notre centre. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues présenter ces projets communs. On passe à Smart Ideas et c'est bientôt la saison des mariages. Bah oui, il faut se préparer. Et dans ce Smart Ideas, j'accueille Céline Etaki, la cofondatrice de Mariez-vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez créé l'entreprise en 2020 avec votre mari Julien. Allez, question classique dans cette séquence de Smart Impact, ça a été quoi le déclic ? Eh ben, notre mariage en 2018, où on s'est rendu compte des difficultés en tant que fiancé puis en tant que marié, où on avait acheté beaucoup de choses pour notre mariage. On avait créé aussi des DIY, donc des petites décorations, dans l'idée de revendre derrière. On est très adepte de la seconde main déjà pour d'autres domaines. Et après notre mariage, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plateforme qui existait pour mettre en relation les fiancés et les mariés pour acheter et revendre toute cette journée, au final, tous ces articles de la journée du mariage. Et on a eu un déclic, une idée de se dire, et si on créait cette plateforme de bienveillance entre fiancés et mariés pour redonner vie
à ces objets. Vous le présentez comme une sorte de Vinted du mariage. Qu'est-ce qu'on trouve sur l'appli Mariez-vous? Alors, il y a plus de 130 catégories dédiées mariage. Vous allez pouvoir trouver de la décoration, des petites décorations, des centres de table, des vases, mais aussi du mobilier, donc des choses un peu plus grosses, des tables, des guéridons, etc., des chaises, ou même jusqu'à la tenue et accessoires du jour J, donc des robes de mariée, des peignes-cheveux. C'est vraiment toute la journée du mariage. Ouais. C'est quoi votre modèle économique? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, l'application est 100% gratuite pour les fiancés et les mariés. Et notre modèle économique est sur les prestataires, puisque nous avons aussi, et pas que la marketplace, au sein de l'application, il y a un annuaire de prestataires passionnés et engagés, car ça a été aussi une difficulté pour notre mariage de trouver les bons prestataires. Et du coup, on a décidé de créer notre annuaire de proximité où notre objectif est de remettre l'humain au centre des échanges et on sélectionne nos prestataires. Donc on peut trouver le prestataire, le DJ, fleuriste, et ce sont eux qui payent un abonnement pour être référencés sur notre application. D'accord, donc c'est un annuaire d'artisans, de prestataires. Sur quels critères vous les sélectionnez? Alors, il faut qu'ils partagent nos valeurs. Donc nous, on a des valeurs fortes et importantes qui sont la passion, l'humanité, comme je vous disais, la responsabilité et l'engagement. Ils doivent aussi avoir des démarches éco-sensibles. On a l'économie circulaire sur la marketplace. Il faut que nos prestataires aient la même vision que nous, puisque le monde du mariage est aussi un monde où il y a du gaspillage. Et c'est d'ailleurs notre slogan. Avec l'application Mariez-vous, dites oui au mariage, non au gaspillage. Et l'idée des prestataires, chacun à son niveau, on peut s'engager, même dans le monde du mariage. Un fleuriste va essayer d'avoir des fleurs françaises, locales, de saison. On n'a pas tout le temps des roses rouges toute l'année. Un traiteur va plutôt essayer de cuisiner aussi en circuit court, du bio. Donc voilà, il y a vraiment une démarche éco-sensible que l'on veut. Est-ce qu'il y a certains domaines ou secteurs dans lesquels ça a été plus difficile de sourcer des artisans, des partenaires éco-responsables? Tout ce qui est, on va dire, prestation de services sans matière première, le photographe, la wedding planner, le DJ. Donc ça, ce sont des engagements plus approfondis. Donc chacun à son niveau, on peut s'engager. On peut ne plus imprimer les devis et les factures. C'est déjà un geste écologique par rapport à nos papiers. On peut également aussi aller encore plus loin et s'engager auprès d'associations pour replanter des arbres et compenser en fait son impact carbone de sa société. Un mariage 100% seconde main, si j'ose dire, je ne parle pas de remariage, hein. C'est possible? C'est possible. Tout à fait, c'est possible. Après, c'est pas le mariage qui est de seconde main, hein, attention. Non, évidemment, c'est les services, c'est les mettre produits. la seconde main au niveau du mariage pour limiter le gaspillage de cette journée et avec nos prestataires qui sont justement passionnés et engagés, avoir un mariage réussi. Vous êtes accompagné au sein de l'incubateur Numix depuis le mois de décembre dernier. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quels avantages? Alors, pour nous, c'est une reconversion professionnelle pour mon mari et moi. On n'était pas issus du monde événementiel ou digital. Et ça a été une prise de conscience pour nous de créer notre entreprise. Et on a besoin d'accompagnement. En tant que nouvel entrepreneur, on apprend chaque jour. Et donc, l'incubateur nous permet d'avoir des formations, du réseau, on le sait, les contacts, le marketing, tout ça c'est très important pour avancer et nous c'est notre projet de vie donc on adore se former. Merci beaucoup Céline Etaki, à bientôt sur Bismart et bon vent à votre appli, à votre site Mariez-vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.